Merci beaucoup et merci d'avoir accepté notre travail et d'avoir rendu possible cette présentation via visioconférence avec toutes nos excuses pour les désagréments que cela a pu vous causer. Notre travail porte sur l'étude en corpus de construction nominale et prépositionnelle en anglais pour l'enseignement de la traduction. Après avoir présenté le phénomène linguistique à l'étude, j'exposerai la méthodologie mise en œuvre à partir de corpus pour collecter les données. Je présenterai ensuite les premiers résultats et analyses avant de m'intéresser à l'exploitation de notre étude dans le cours de traduction. Il existe 3 manières différentes de qualifier un nom par un autre en anglais: le génitif, le complément prépositionnel et le nom composé. Le français, lui, ne dispose que d'une seule et même construction avec un complément prépositionnel, nom, préposition de, nom, et les apprenants francophones de l'anglais sont naturellement amenés à surutiliser la construction équivalente, nom, préposition of, nom, là où la construction nominale avec les deux noms serait à privilégier dans certains cas. C'est une tendance que l'on observe chez les étudiants non spécialistes de l'anglais, mais aussi chez les étudiants en langue et les étudiants en traduction spécialisée. Il existe des emplois spécifiques aux 3 constructions dont je viens de parler. Pour rappel, le génitif, le complément prépositionnel et le nom composé. Ces 3 constructions, les emplois de ces constructions sont régis par des principes propres, rarement interchangeables, comme l'ont décrit Huart et Lareya, et que l'on retrouve dans divers ouvrages en traduction et grammaire de référence. Il faut noter que ces descriptions linguistiques sont faites pour la langue générale et qu'elles ne se fondent pas sur des études en corpus. Le phénomène reste donc à étudier pour les langues de spécialité et il semble d'autant plus pertinent que les termes à vocation nominale, c'est-à-dire les groupes nominaux, sont très fréquents dans les domaines spécialisés. Les motivations de l'étude concernent donc l'absence de description de ces constructions en langue de spécialité, notamment pour l'anglais médical, et l'absence d'études en corpus. Il y a un intérêt pédagogique à étudier ce phénomène linguistique car sa maîtrise est difficile et l'emploi des constructions nominales et prépositionnelles source de nombreuses erreurs. Nous nous sommes limités à ces 2 constructions pour cette première étude. Par ailleurs, étant donné les atouts reconnus de l'exploitation des corpus pour la traduction, une approche à partir de corpus pourrait constituer une aide à l'enseignement de la traduction. Dans la méthodologie mise en œuvre pour notre étude, les données initiales proviennent d'un corpus d'apprenants d'environ 5000 mots, constitué de textes rédigés en anglais par des étudiants dans le domaine de la physique nucléaire. Je précise ici qu'il s'agit d'étudiants non spécialistes de l'anglais. Ce corpus nous a permis d'appréhender le phénomène de surutilisation de la construction prépositionnelle. Avec le concordancier Hancock et l'utilisation d'expressions régulières, nous avons extrait les séquences susceptibles de correspondre au patron, the, suivi d'un nom, suivi de la préposition of. Nous avons ainsi extrait les noms en position tête les plus fréquents pour aboutir à la liste affichée à l'écran que je vous laisse découvrir. Et pour aujourd'hui, je vous présenterai des résultats pour les séquences que vous voyez, parmi lesquelles the use of, the response of ou bien encore the risk of. Ces séquences ont ensuite été confrontées à un corpus spécialisé, toujours dans le domaine de la physique nucléaire. Ce corpus spécialisé contient environ 5 millions de mots, constitué d'articles extraits de Sciences Directes et publiés dans la revue Nuclear Medicine and Biology. L'objectif est d'observer l'alternance des 2 constructions pour chaque séquence issue du corpus d'apprenants, de façon à dégager des premières tendances sur les 2 constructions en termes de fréquence et en termes de contexte d'emploi. L'objectif également est de spécifier, si possible, un nom, qui est en position de nom 2,
à étudier et valider dans un large corpus scientifique dont je vais vous parler, par exemple cancer dans la séquence The Risk of Cancer. Cette recherche en corpus nous a permis de comparer les deux constructions et ainsi d'observer par exemple qu'il n'existe qu'une seule occurrence de The Risk of Cancer dans le corpus spécialisé, alors que Cancer Risk apparaît 6 fois. Observer les contextes d'emploi montre par exemple que The Risk of Cancer est employé en complémentation verbale, alors que Cancer Risk forme des groupes nominaux complexes avec la présence, comme vous le voyez, de breast or lung. C'est précisément ce type d'information que nous avons cherché à analyser dans le corpus, illustré dans ce tableau sur lequel je pourrai revenir si vous le souhaitez. Afin de valider à plus grande échelle les premières tendances dégagées dans ce corpus, nous avons utilisé un vaste corpus anglais d'écrits scientifiques qui s'appelle Scientext. Ce corpus est librement accessible en ligne et interrogeable via un concordancier, avec la possibilité de faire par exemple des requêtes par lemme ou par catégorie grammaticale. Et c'est ce que vous pouvez voir à présent sur l'écran, où nous avons fait une requête pour rechercher la suite The Choice of, suivie de la catégorie nominale. Et vous voyez la liste des résultats qui s'affiche. Pour notre étude, nous avons utilisé des articles en anglais extraits de la base Biomed dans le domaine de la biologie et la médecine. Parce qu'il faut savoir que le corpus Scientext comporte également des textes scientifiques en français. Donc le corpus anglais comporte 13 millions de mots et pour notre étude, nous avons effectué des requêtes sur 1 million de mots. Je vais à présent passer à la partie concernant les résultats et les analyses. Je commencerai l'analyse des premiers résultats par la séquence Cancer Risk et la séquence prépositionnelle de Risk of Cancer. Nous avons vu que l'alternance était présente dans le corpus spécialisé de physique nucléaire et elle est ici validée à grande échelle dans le corpus Scientext. En effet, Cancer Risk apparaît 774 fois dans le corpus, alors que The Risk of Cancer ne figure que 21 fois. Cancer Risk est utilisé pour désigner l'atteinte d'un organe. Une analyse plus fine des concordances montre en effet que dans 80% des cas, Cancer Risk est associé à un nom d'organe et renvoie à une catégorie nom d'organe plus Cancer Risk. C'est le cas, par exemple, pour Breast Cancer Risk ou bien encore Prostate Cancer Risk. Si l'on observe à présent les occurrences de la séquence prépositionnelle de Risk of Cancer, on remarque qu'elle est employée comme complément d'un verbe pour illustrer ce que l'on pourrait appeler une circonstance particulière. C'est-à-dire qu'un risque de cancer donné n'est pas ici indiqué, mais il s'agit plutôt d'une description qui opère une mise en situation. Parmi les concordances qui s'affichent ici, vous en voyez une plus particulièrement, où il est question d'une mammographie at first screen, et ensuite une autre mise en situation où on va parler de at second screen. L'analyse des résultats fait également émerger le cas des prédicats nominalisés, qui méritent une attention particulière. Alors, pour rappel, on parle de prédicats nominalisés lorsque la préposition of, de en français, unit deux noms dont le premier est une forme nominalisée d'un verbe et le second un nom avec une fonction d'objet. Dans leur ouvrage sur les constructions nominales, Huart et Lareya illustrent ce cas avec The Use of Electronic Devices et la forme verbale, ou bien encore The Publication of his Book et la forme verbale. C'est donc la construction prépositionnelle que les auteurs invitent à utiliser. Et on trouve en effet des attestations dans le corpus, précisément avec The Use of et The Publication of. Vous voyez également s'afficher d'autres exemples de prédicats nominalisés.
Mais qu'en est-il de la construction concurrente, c'est-à-dire de la construction nominale? Elle est présente dans le corpus de façon massive, par exemple pour drug use, alors que the use of drugs n'apparaît que 22 fois. On observe toutefois une tendance inverse avec, par exemple, the development of diabetes, qui est plus fréquent que la construction nominale qui n'apparaît que 2 fois. Cette séquence doit faire l'objet de davantage de recherches. Peut-être le corpus n'est-il pas représentatif de cette construction, peut-être existe-t-il une autre manière de l'exprimer en anglais. Au-delà des fréquences, observer les contextes d'emploi des deux constructions peut s'avérer discriminant pour choisir l'une ou l'autre. On observe par exemple que la construction nominale est privilégiée pour désigner le mode d'administration des médicaments. Intravenous drug use apparaît 41 fois dans le corpus. Autre cas discriminant, l'emploi de la construction prépositionnelle en complémentation verbale, avec par exemple leads to the development of diabetes or are linked to or predict. On trouve également des cas où il est question d'indiquer l'effet désiré, comme par exemple the use of drugs for anxiety, the use of drugs for the treatment of hypertension, or the use of drugs with sedating properties. C'est précisément en ce dernier cas que nous allons nous intéresser, la construction prépositionnelle avec of étant privilégiée dans le corpus. Donc ici, nous sommes en présence de la construction prépositionnelle, non 1, préposition of, non 2, suivie d'une préposition. On pourra parler de double complémentation prépositionnelle, comme c'est le cas pour the effects of treatment on, ou bien encore the response of cell or patient to. Je vous laisse observer les concordances de the effects of treatment on, tout en vous précisant que ces occurrences représentent 35% de l'ensemble des occurrences de the effects of treatment. La construction avec of est privilégiée dans le corpus pour identifier un phénomène. Il s'agit par exemple d'identifier quels sont les effets du traitement sur X. Et les verbes que l'on observe dans le contexte gauche viennent renforcer ce phénomène d'identification. Par exemple, assess, evaluate, par exemple. C'est en revanche la construction nominale qui est choisie pour exprimer une relation origine-résultat. Non 1, dans notre exemple, il s'agit des effets et ce qui est produit par non 2, le traitement dans notre exemple. Dans ce cas, les effets du traitement ne sont pas mentionnés et on ne relève à ce titre que 5% d'occurrence avec la complémentation prépositionnelle avec on, contre 35%, je vous le rappelle, pour l'autre construction. Par ailleurs, on observe la position syntaxique de la séquence qui est souvent en fin de phrase et qui montre que les effets du traitement ne sont pas indiqués. Au vu de ces premières analyses, on peut avancer que les contextes d'emploi semblent contraindre le choix de la construction. On peut opposer la désignation d'une catégorie à une circonstance particulière. La présence de catégories étant massive dans les textes spécialisés, comme on le voit ici avec le nombre d'occurrences de breast cancer risk. De même, on opposera le phénomène d'identification désigné avec la double complémentation prépositionnelle à la seule mention de la relation origine-résultat portée par la construction nominale. Enfin, on peut évoquer un phénomène de terminologisation où des mots de la langue générale sont utilisés en lien avec une pratique médicale, combinée à une économie d'expression, une concision qui est imposée par l'anglais, a fortiori ici l'anglais médical. I position, par exemple, est beaucoup plus fréquent que la construction prépositionnelle.
Les premières tendances qui se dégagent de ces analyses doivent être renforcées afin de parvenir à des généralisations et régularités. Nous pensons qu'il serait pertinent d'une part d'analyser le contexte nominal droit par des requêtes du type de choice of suivi d'un nom, sans chercher dans un premier temps à travailler sur un nom en particulier, et d'autre part de mener des analyses sur des constructions plus globales en travaillant sur la présence ou l'absence de l'article défini dans les séquences, ce qui pourrait contribuer à expliquer le choix de l'une ou l'autre construction. J'en viens à présent à la dernière partie de ma présentation, à savoir les applications pédagogiques et les perspectives. Donc, nous souhaitons que les étudiants puissent bénéficier de ces analyses faites à partir de corpus. La dimension pédagogique est au cœur de nos préoccupations et de notre travail. S'il existe de très nombreuses études à partir de corpus dans le domaine des Translation Studies, on note aussi dans la littérature une volonté explicite d'intégrer l'exploitation de corpus dans les cursus en exploitant des données textuelles authentiques pour l'enseignement, la traduction et la terminologie, qu'il s'agisse de corpus comparables, parallèles, explorés avec des concordanciers. Alors, afin de ne pas trop prolonger la présentation, je ne vais faire que rappeler très brièvement ici les atouts des corpus pour la traduction, sensibiliser les étudiants aux spécificités langagières, extraire des collocations, fournir des traductions idiomatiques. Un certain nombre d'études a également montré leur complémentarité par rapport aux dictionnaires bilingues et aux bases de données terminologiques, ainsi que leur utilité dans la compréhension d'un domaine spécialisé. Mais surtout, ce sur quoi je voudrais insister, c'est que l'examen de la littérature montre que les corpus sont davantage utilisés comme des documentation tools, pour citer Marco Borillo et Van Lowick, que comme source of materials for the translation classroom. Ces auteurs ont par exemple conçu des QCM et des exercices à trous à l'aide de corpus. C'est précisément cette dimension pédagogique qui nous intéresse et que nous souhaitons explorer. Il s'agit donc pour nous d'aller au-delà de l'exploitation de corpus pour la traduction, pour passer véritablement de l'intégration de corpus à l'intégration de données basées sur corpus, issues des analyses. L'objectif est de fournir aux étudiants des données qui auront été préalablement analysées et sélectionnées par l'enseignant et introduites dans un outil à visée pédagogique. Cet outil est un outil d'aide à la rédaction qui est actuellement en cours de développement. C'est un prolongement de Scientext, c'est-à-dire qu'il s'appuie sur le corpus de Scientext, mais il est développé dans une optique résolument pédagogique. Il est destiné aux apprenants du français et de l'anglais. Le matériel pédagogique que nous envisageons d'intégrer à l'outil permettra aux étudiants d'accéder à des données élaborées par l'enseignant. Des listes de concordances sélectionnées et validées dans le corpus Scientext seront notamment utilisées pour illustrer l'emploi des concordances nominales et prépositionnelles, accompagnées notamment des fréquences. Pour conclure, je dirais que l'objectif est avant tout de faire bénéficier les étudiants d'études menées à partir de corpus, en leur permettant d'explorer le corpus de façon guidée via l'exploitation de données construites. Je vous remercie de votre attention. Nous vous remercions, ma collègue et moi-même, de votre attention.